Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du livre Fresh Water, sorti en 2018 en anglais et en français en 2020, Eau douce, de l'autrice Akwaeke Emezi. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Avant de passer au livre, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de l'autrice, car je pense que certains éléments de sa vie sont importants à connaître afin de mieux comprendre le livre. Elle est née en 1987 au Nigeria. Sa famille est croyante. Plusieurs personnes de sa famille ont d'ailleurs dédié leur vie à Dieu. Il me semble qu'il y a un évêque et plusieurs nonnes dans la famille. C'est une autrice non-binaire. Alors elle a eu plusieurs opérations, je vous laisse aller voir sur internet si ça vous intéresse. Donc trans non-binaire, mais elle se présente toujours comme une femme. J'ai pas les mots exactement pour vous dire, mais je veux dire, quand vous la voyez, moi personnellement je l'aurais identifiée comme une femme, mais maintenant que j'ai un peu plus lu sur sa vie, c'est une personne trans non-binaire. Elle a des origines Igbo, qui est une population du sud-ouest du Nigeria, et c'est assez important, je vais entrer un peu plus dans les détails maintenant, parce que le livre tourne autour d'une thématique qui est liée à la culture Igbo et qui sont les Ogbanje. Encore une fois, je ne suis pas trop sûre de la prononciation, j'écrirai le mot. Et je vais prendre mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer sur le sujet pour que vous compreniez bien ce que c'est. J'espère vous apporter quelques clarifications quant à ce que c'est, mais gardez à l'esprit que Ogbanje, c'est pas vraiment une chose en particulier, mais c'est plus un regroupement de plusieurs choses. Donc, si les informations qui suivent vous semblent un peu contradictoires, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a plusieurs sous-classifications en quelque sorte. Donc, les Ogbanje, ce sont comme des esprits malveillants. En fait, malveillant, c'est un peu, je le mets entre guillemets parce que c'est pas forcément qu'ils veulent faire du mal, mais c'est que ça a souvent des conséquences néfastes. Et en fait, ces esprits-là naissent dans le corps de quelqu'un sans que ça soit la personne en soi. Et souvent, ce qui arrive, c'est que des enfants meurent très jeunes. Alors, j'ai eu plusieurs informations par rapport à ça, qui meurent encore en étant enfants, que ça doit se passer avant la puberté, puis il y en a d'autres qui disent qu'ils meurent, qu'ils peuvent mourir jeunes adultes, mais s'ils sont satisfaits, ils peuvent aussi vivre une vie très longue. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais souvent, ce que j'ai retrouvé comme information, c'est qu'ils meurent assez jeunes. Pourquoi les enfants qui portent un Ogbanje en eux meurent assez jeunes? C'est tout simplement parce que ce sont des esprits qui n'appartiennent pas au monde mortel, qui ne devraient pas être dans un corps mortel et qui doivent retourner dans leur monde en fait. Ce qui arrive souvent quand on pense qu'un enfant est mort à cause de ça, on scarifie son corps pour éviter que l'Ogbanje revienne. Et si l'enfant qui naît après a ces marques-là, selon la croyance, c'est que l'Ogbanje est revenu. Si vous voulez d'ailleurs un autre livre qui parle de ça, c'est évoqué, c'est pas le centre du livre, mais vous pouvez lire le livre Reste avec moi de Ayobami Adebayo, que je vous conseille aussi d'ailleurs. Il est aussi possible de scarifier légèrement le visage d'un enfant pour faire sortir l'Ogbanje de ce corps, et j'ai même lu que dans certains cas, les petites filles malheureusement étaient excisées. Les enfants qui sont dits porteurs de Ogbanje ou qui ont des Ogbanje dans leur corps se détachent souvent des autres enfants par un caractère exceptionnel, par une beauté exceptionnelle. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent scarifiés, parce qu'on dit que les Ogbanje sont attirés par la beauté et que ces scarifications justement les pousseraient à libérer le corps de l'enfant. Bien sûr, c'est pas mon avis personnel que si une personne a une certaine déformation ou quoi que ce soit sur le visage, qu'elle est moins belle. Je vous donne juste les informations que j'ai trouvées sur internet. Dans les informations que j'ai trouvées, ce qui était assez intéressant pour moi, qui m'a interpellée, c'est que certaines descriptions, pour moi, se rapprochaient de descriptions de
personnes souffrant de schizophrénie ou ayant des troubles paranoïaques ou même d'autres choses. En fait, il y avait beaucoup de choses. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'analyse de ma vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous laisserai l'article Wikipédia et aussi une vidéo YouTube que j'ai trouvée qui était vraiment très intéressante et que je vous invite vivement à aller voir dans la barre de description. Maintenant que le contexte et l'histoire de l'autrice sont un peu plus clairs, le livre, donc c'est un roman de fiction, même si je pense que les éléments biographiques de l'autrice sont importants à connaître, c'est un roman de fiction, c'est pas basé sur sa vie. La protagoniste s'appelle Ada, c'est le deuxième enfant de sa famille, qui était très attendu parce qu'après avoir eu un fils, ses parents voulaient avoir une fille, et qui se révèle avoir plusieurs Okpanjé dans son corps, et qui va devoir vivre avec ça. Et ça va bien sûr causer pas mal de problèmes. Mon avis concernant le livre, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je dois préciser, si vous l'avez commencé et que vous êtes un peu rebuté par les premières pages, j'ai aussi eu un peu de mal, je dirais jusqu'à la page peut-être 40, quelque chose comme ça. Et après, j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi l'avis de mon ami qui m'a prêté ce livre. Donc si vous commencez, que vous n'aimez pas trop les quelques pages que vous avez commencé, allez au moins jusqu'à la moitié du livre, parce que je pense que vous allez changer d'avis. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de lire. J'imagine peut-être aussi parce que c'est une autrice nigériane. Et forcément pour une personne européenne qui n'a pas beaucoup de connaissances sur la culture nigériane, c'était vraiment très intéressant de lire ce livre et de voir quelque chose d'un peu différent. L'un des points forts aussi dans ce livre-là, c'est la narration. Donc ça alterne entre plusieurs personnes. Il y a nous, j'imagine que ça a été traduit nous, je l'ai lu en anglais, qui sont comme un groupe d'Okpanjé qui sont donc dans le corps d'Ada et qui sont pas individualisés, c'est un groupe en fait. Une autre qui s'appelle Asugara, là aussi je ne suis pas sûre de le prononcer correctement, qui est donc aussi une Okpanjé mais qui se détache du groupe de nous puisqu'elle a une individualité, et Ada. Donc la narration est vraiment faite par ces trois narrateurs-là. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai trouvé que selon le narrateur, l'autrice, arrivait vraiment à changer vraiment le style et à leur donner à chacun une individualité. Je vous conseille donc de lire ce livre et vais passer maintenant à mon analyse un peu plus détaillée du livre en donnant des exemples précis. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez pas que je vous gâche le suspense, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Si vous l'avez déjà lu ou si ça vous est égal, vous pouvez continuer. Je vais faire une analyse un peu plus poussée que ce que j'ai l'habitude de faire, en commençant par des éléments un peu basiques pour aller à des éléments un peu plus thématiques de mon analyse. La première chose, c'est la narration. Et tout d'abord, la narration, on commence avec le nous. J'ai eu beaucoup de mal au début de ma lecture, que j'ai trouvé très laborieuse avec la narration du nous. C'était difficile de s'accrocher et de s'attacher à quoi que ce soit parce qu'il y a une telle distance, notamment du fait de la façon dont c'est écrit. Il y a un passage tout au début, c'est où il parle, je crois, de la mère de Ada. Et ils disent elle était la 6e de 8 enfants et est née le 11e jour du 6e mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu étrange comme façon de décrire la naissance de sa mère. Donc déjà ce genre de choses, et en plus de ça c'était laborieux au début de la lecture parce que c'était vraiment opaque, on comprend pas, c'est pas clair, il y a une forme de mystériosité qui est franchement désagréable si je dois être tout à fait sincère, mais comme je vous dis, le style évolue évidemment parce qu'il n'y a pas que la narration du nous, mais même quand le nous reprend la narration plus tard, j'ai trouvé que la narration était vraiment différente et beaucoup plus agréable. Ensuite, la deuxième narratrice, Asugara, qui a un style très direct, très graphique, on va dire, qui n'est pas forcément de mon goût, mais
j'ai trouvé au moins que c'était clair, au moins on comprenait ce qui se passait. Et ce qui était vraiment étonnant pour moi, c'est que j'ai eu comme un peu une connexion avec Asugara, alors que je m'y attendais vraiment pas du tout. En commençant ce livre, je pensais avoir plus une connexion directement avec Ada, et finalement ça a plutôt été Asugara, même si Ada c'est venu un peu plus tard. D'ailleurs, en parlant de Ada et de la relation lecteur et Ada, il faut savoir qu'elle est narratrice qu'à la 93e page, ce qui, je pense, renforce un peu cette distance entre nous et Ada parce que on en parle, mais on la voit un peu de loin, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense et elle est privée de voix. Je pense que ce choix de la faire venir que bien plus tard dans la narration, c'était aussi pour montrer le manque de pouvoir et le manque de contrôle qu'elle avait sur son corps, sur les Okpanjé qui vivent dans son corps. Et c'était vraiment réussi. D'ailleurs, c'est elle qui finit le roman, la dernière partie. La narration est reprise par Ada et c'est un symbole que j'ai trouvé très fort parce que ça montre qu'elle reprend vraiment le contrôle, qu'elle reprend le pouvoir. Et aussi ce qui m'a plu par rapport à ça, c'est qu'il y a une personne qui l'aide justement à reprendre ce contrôle, mais ce n'était pas, ce dont j'avais un peu peur, ce n'était pas une histoire d'amour. Donc c'était pas l'histoire d'amour salvatrice, mais plutôt une personne qui l'a supporté, qui l'a aidé, on va dire. Et c'est vraiment Ada qui a trouvé en elle la force de reprendre ce pouvoir-là. C'est pas venu de quelqu'un d'autre, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Deuxième point que j'aimerais aborder, ce sont les relations difficiles et ambiguës entre les Okpanjé et Ada. Les premiers, ce sont donc nous, qui ont... au départ du livre, on dirait qu'en fait, ils sont pas du tout intéressés par ce qui se passe avec Ada, ils ont vraiment une distance par rapport à elle, et j'avais l'impression juste que ils voulaient mourir pour repartir dans leur monde, mais que ce qui se passait avec Ada, ils s'en fichaient un peu. Ce qui finalement n'est pas du tout le cas. L'impression qu'on a au départ change complètement vers la fin, puisqu'on se rend compte que même si ils regardent tout ça un peu de loin et qu'ils ne s'impliquent pas trop, ils sont quand même là pour protéger Ada, comme lorsqu'ils suppriment des souvenirs un peu totalement même traumatisants de son enfance pour la protéger tout simplement. Après, on a Asugara qui est totalement différente du groupe Nous, qui eux, on a l'impression, ne s'intéressent pas du tout au monde des mortels. Et j'avais l'impression que elle, alors premièrement, elle a une relation tout à fait différente à Ada parce qu'elle est vraiment très présente pour l'aider. Mais d'un autre côté, on se dit, est-ce qu'elle l'aide vraiment ou est-ce qu'elle a envie de vivre une vie mortelle au travers du corps d'Ada ? Et même si elle répète tout le temps qu'elle est là pour l'aider, en même temps, elle a une influence très néfaste. Puisqu'elle la pousse à être anorexique, elle la pousse au suicide, donc elle a aussi... C'est un peu compliqué à décrire parce que d'un côté, elle dit « je veux t'aider », mais d'un autre côté, elle lui fait faire des choses qui sont vraiment juste tout à fait néfastes pour Ada. Concernant Ada, elle a elle aussi une relation un peu ambiguë à ses Okpanjé parce que à un moment elle dit, je pense qu'elle le dit plusieurs fois, qu'elle ne serait pas la même personne sans eux. Et ça pose plusieurs questions parce que je me dis, du coup qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ce sont vraiment des êtres qui sont distincts d'Ada ou est-ce que c'est peut-être juste d'autres aspects de sa personnalité ? Et si le moment venait, est-ce que si elle avait le choix, elle voudrait s'en séparer et être seule dans son corps ? À cette deuxième question, je pense que non, du coup, puisqu'elle dit « je ne serai pas la même », etc. Mais d'ailleurs, en parlant de la première question, de est-ce que ce sont vraiment des Okpanjé ou est-ce que ce sont d'autres facettes de sa personnalité, j'aimerais parler du lien entre la culture occidentale et nigériane et la question de est-ce que ce sont vraiment des Okpanjé ou est-ce que ce sont est-ce que c'est un trouble psychiatrique ? Alors la question se pose, est-ce que ce sont réellement des Okpanjé ? Est-ce que ce sont des hallucinations ? Est-ce que ce sont des personnalités qu'elle a développées du fait d'événements traumatiques ?
Ça, bien sûr, chacun a sa perspective sur le sujet. Mais il y a plusieurs analyses et hypothèses possibles. La première étant que, en fait, elle avait envie de faire certaines choses, comme par exemple d'avoir des relations avec le frère de son amie, Itoan, je crois qu'elle s'appelait, mais qu'elle ne pouvait pas se l'admettre. Et donc, elle a pas forcément inventé, mais qu'elle donnait comme justification que c'était pas elle. C'est une explication possible. L'autre explication possible, c'est qu'elle a un trouble de la personnalité multiple, sachant que on sait que, alors je ne suis pas psychiatre bien évidemment, soyez libre de me corriger si je dis des énormités, mais elle a vécu des épisodes traumatisants qui ont mené au développement de ces personnalités-là justement, et à chaque fois qu'elle se retrouve en face d'un événement qui lui rappelle ses traumatismes, un événement auquel elle ne peut pas faire face, une de ses personnalités prend le contrôle de son corps pour pas qu'elle ait à gérer ça. Et d'ailleurs, elle a justement oublié certains événements traumatiques de sa vie. La question donc qui se pose quand on a soulevé tous ces indices-là, toutes ces hypothèses-là, c'est les Ogbanje sont-ils une explication pour des troubles psychiatriques? Et là, on a vraiment ce conflit entre la culture nigériane et occidentale, et bien sûr, je ne peux pas répondre. Mais c'est intéressant de voir selon la culture comment on peut considérer les choses. Si vous lisez ce livre, tout simplement, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qui s'offrent à vous et c'est à vous de choisir l'hypothèse qui vous semble la plus probable ou qui vous plaît le mieux. Troisième point important dans ce livre, c'était la question de l'identité et de l'individualité. Il y a vraiment plusieurs fois ou plusieurs moments du livre où on parle de l'importance de nommer. Alors par exemple, Ada, qui... alors je sais plus si c'était Ada ou l'autre nom qu'on ne connaît pas, je sais plus exactement, dont le nom veut dire les dieux ont répondu parce que ses parents voulaient une fille, et donc les dieux ont répondu et ils leur ont donné une fille. Et en plus de ça, concernant les personnalités aussi, on a Asugara, qui dit être née quand Ada lui a donné un nom, et elle dit à un moment dans le livre « Je l'aime pour cette raison ». Quand Ada va aux États-Unis, elle fait aussi l'expérience pas d'un rejet vraiment, mais du regard des autres qui sont un peu surpris, on va dire, qu'elle ne se conforme pas vraiment à ce qu'ils attendent d'elle. Donc ces amis noirs, par exemple, qui ne comprennent pas certains de ses goûts, comme écouter Linkin Park, parce qu'elle ne se conforme pas à l'image qu'ils attendent d'elle, ou ses amis en général qui ne comprennent pas qu'elle soit toujours vierge, parce qu'elle est très croyante et c'est pour ça qu'elle ne veut pas avoir de relation intime avant le mariage. Mais quand même, elle sent cette pression, et quand cette pression est enlevée de sa vie d'être vierge, lorsqu'elle annonce c'est bon, je l'ai fait, même si d'un côté elle est acceptée par le groupe et elle est contente d'être acceptée, elle est aussi tiraillée par ce sentiment de mais en fait je voulais pas vraiment le faire. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé bien fait dans le livre, tout en subtilité, comme d'ailleurs la plupart des thèmes que j'ai évoqués, et tout comme le dernier point que je vais évoquer maintenant, et qui est la question des trans non-binaires et cette vision qu'on a des genres qui est elle-même binaire, justement, homme-femme. Lorsque une des personnalités mâles, l'un des Ogbanje mâles qui vit dans le corps d'Ada prend le contrôle de sa vie, donc Saint-Vincent, c'est son nom, il prend rendez-vous pour qu'elle se fasse opérer, je pense, de la poitrine. Et là, on commence déjà à rentrer dans cette thématique d'être transgenre. Mais ce qui était particulièrement intéressant dans cette partie-là du livre, c'est qu'après l'opération, elle dit à ses amis « Il me tarde de pouvoir mettre une robe ». Ce que ses amis ne comprennent absolument pas, parce que pour eux, leur vision de la chose, c'est soit tu es une femme, soit tu es un homme. Alors que pour Ada, c'était pas ça du tout. C'était vraiment, elle est trans non-binaire.
Donc elle veut pas choisir ni dans son physique ni dans son expression de genre. Et j'ai senti là une critique de la part de l'autrice envers notre vision binaire de la définition des genres. C'était donc mon analyse du livre Freshwater ou Eau douce. Je vous conseille donc ce livre que j'ai trouvé très intéressant, très différent des autres livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois.